OK. Maintenant, on va rentrer dans les états de la matière et les changements de phase. Donc, changer d'une phase à l'autre veut dire changer d'un état à l'autre. Donc, on va parler de trois différents états, les gaz, les solides et les liquides. Donc, c'est les trois qu'on va étudier ici. Il y en existe un quatrième, les plasmas, qui sont différents. On ne va pas les étudier ici. On s'en va vraiment dans des températures et des énergies extrêmement élevées ou des conditions différentes pour une matière. Donc, vraiment, les trois qu'on va voir, ça va être les gaz, les liquides et les solides. OK. Donc, vous avez probablement une idée générale de c'est quoi euh, ces trois états de la matière. Un solide, quelque chose de dur, c'est solide, ça va garder sa forme, tandis qu'un liquide prend la forme d'un contenant, mais il y a une certaine force d'adhésion ensemble. Donc, le liquide va rester ensemble, il y a une force de tension. Tandis qu'un gaz, si tu ne le contiens pas, il va complètement se disperser de façon uniforme dans un volume ou dans une salle ou dans un environnement. Donc, les trois états de la matière vont dépendre de certaines conditions. Ceux qui ont pris votre cours de chimie, vous avez déjà vu l'équation PV égale nRT. PV égale nRT. Vraiment, des variables importantes ici que je vous voyez, c'est P, la pression, V, le volume, et T, la température. Donc, quand tu as des différentes conditions de pression, de volume et de température, tu peux jouer avec les conditions d'une substance. Donc, par exemple, l'eau, sur la Terre, en général, c'est liquide si la température est entre 0 et 100 degrés Celsius. Donc, dans ce cas-là, on a une pression de 1 atmosphère. Donc, sur la Terre, il y a un certain montant de pression. Puis là, d'habitude, je vous parlerai de toutes les choses super intéressantes avec la pression, genre ton corps est pressure. Il y a des systèmes de pression dans ton corps. Ton sang, c'est un système où il y a de la pression, de la sanguine. On avait parlé déjà en arrière de tes yeux, il y a un montant de pression, à cause que l'air alentour de nous autres, l'atmosphère, pousse contre l'œil et il y a un espace vide. Il y a un espace à l'intérieur, en arrière de ton œil, que s'il n'y a pas de pression qui pousse contre la pression atmosphérique, ben, ton œil est rentré. Donc, il faut que tu aies de la pression qui pousse vers l'extérieur. Si tu enlèves complètement la pression atmosphérique, ben là, tu as encore la pression en arrière de l'œil qui va pousser ton œil à vouloir sortir. Même chose avec tes tympans, donc tes oreilles, même situation. Tes poumons, évidemment, si tu enlèves la pression atmosphérique, si tu n'es plus dans une salle où il y a de l'air, mais tout l'air dans les poumons va vouloir sortir. Aussi tes veines, tu vas remarquer que si tu enlèves toute la pression dans une salle et tu n'es pas dans une combine spatiale de quelque sorte, une combinaison spatiale, ça se peut, ben, tu vas remarquer que tes veines vont gonfler à cause qu'il y a de la pression là. Donc, peu importe. Une autre chose, une meilleure représentation, c'est de l'eau elle-même. Si tu prends de l'eau et on aurait une cloche à pression, où on peut enlever toute la pression sous le gaz et le mettre parfaitement sous vide dans une cloche, on verrait que l'eau bouille à 0 degré, pardon, pas à 0 degré Celsius, mais à la température de la salle. Donc environ 24 degrés, là, si tu n'aurais aucune pression atmosphérique, l'eau serait en train de bouillir. Elle bubble. C'est pas que c'est chaud, mais elle veut être dans un état de gaz. Donc, tout ça pour dire, si tu joues avec la pression, avec le volume disponible et avec la température d'une substance, tu peux jouer avec son état, soit qu'elle est un gaz, un liquide ou un solide. Dans le graphique que vous avez dans vos notes, on a un graphique qui montre l'état solide, liquide et gaz d'après la température et la pression pour l'eau. Donc, celui qui est à la gauche dans vos notes, vous allez voir, ça c'est un graphique qui démontre ça. Donc, ça me montre l'état où est-ce que c'est solide, là où est-ce que c'est liquide, là où est-ce que c'est gazeux. Remarquez qu'il y a un point dans le graphique, le point bleu, qui s'appelle le triple point. Le triple point, ça c'est une combinaison de température et de pression qui fait en sorte que l'eau peut exister dans les trois états, liquide, gazeux et solide. Donc, il y a des vidéos en ligne, j'en ai mis un sur Classroom pour que vous puissiez voir ça. Je l'ai jamais fait en classe, mais il y a des vidéos qui le démontrent. C'est de l'eau qui est en train de bouillir, mais gèle aussi, et évapore, tout en même temps. C'est comme un mélange de tous les trois. Quand même assez intéressant. Vocabulaire pour les différentes transitions. Là, je vais passer à travers, d'après ce qu'on voit ici. Là. Okay. La fusion, c'est quand quelque chose est en train de fondre. Donc, tu passes d'un solide à un liquide. Donc, la fusion de la glace est en train de fondre, on dit qu'elle est en fusion. L'inverse de la fusion, si tu passes d'un liquide à un solide, tu es en train de geler de l'eau, tu es en train de faire de la solidification, ça devient un solide.
De liquide à gaz, on appelle ça la vaporisation. Ça l'évapore, ça le vaporise, ça devient une vapeur. L'inverse de ceci, de gaz à liquide, la liquéfaction. Je pense qu'il y a d'autres vocabulaires qu'ils utilisent dans votre manuel. Allez voir ce qu'ils disent. En gros, tu devrais reconnaître les mots qui représentent une ou l'autre. Il y a d'autres transitions qui sont moins d'expérience, on les revoit moins au quotidien. Donc, chaque jour, tu ne vas pas le rencontrer souvent, mais il y a quand même des exemples. Donc, de gaz à solide, la condensation. Donc, pense à... gaz à solide, ça en est un tough. Condensation, je pense que c'est un des seuls exemples qui me vient en tête, c'est le CO2. Donc, d'une façon à l'autre, CO2 gazeux, quand que tu le comprimes, ça va passer d'un état gazeux à un état solide. Donc, ça va faire une brique de CO2 ou de la neige de CO2, disons. Similairement, du CO2, une brique de CO2, du dry ice, quand tu la laisses juste là dans la salle, elle va évaporer. Elle va passer d'un solide à un gaz immédiatement sans passer par l'intermédiaire du liquide, donc ce qu'on est habitué à voir surtout avec l'eau. Donc, gaz à solide, c'est condensation, solide à gaz, sublimation. Donc, le vocabulaire va être important à cause qu'on va voir les différents types de transitions. Donc, je vais vous montrer un autre graphique. Celui qui est à la droite est un peu différent. Donc, je l'ai dessiné ici. C'en est un qui est important à comprendre. Donc, si j'ai, dans votre exemple sur vos notes, vous avez que l'axe des X, c'est le temps. Je ne sais pas si c'est en minutes ou non. Oui, c'est en minutes. L'axe des Y, c'est la température. Donc, on a une substance qui passe une température négative. On la réchauffe pendant un montant de temps. Donc, moi, j'ai mis des joules. On va dire qu'on lui donne de la chaleur. Bon, dans vos notes, ça dit qu'on est en train de lui donner, on la réchauffe pendant un montant de temps. Moi, je veux dire qu'on lui donne de plus en plus d'énergie thermique. Donc, plus qu'on lui donne de l'énergie thermique, plus que sa température augmente. On a vu ça dans la dernière section. Si tu lui donnes de la chaleur, si elle absorbe la chaleur, la température augmente à un certain taux, donné par la capacité thermique. Donc, elle réchauffe, elle réchauffe, elle réchauffe, elle réchauffe, elle réchauffe. À un instant, il y a quelque chose de bizarre qui arrive. En un temps, là, elle arrête de chauffer. Sa température arrête d'augmenter. Je continue à lui donner de l'énergie, je continue à lui fournir de la chaleur, mon brûleur est encore là, il est encore allumé, mais la température ne change pas pour un certain montant de temps. Quelque chose qui arrive là. Peu importe, on va le sauter pour tout de suite. Après cet intervalle de temps bizarre où la température ne change pas, elle commence à augmenter encore. Donc, je continue à fournir de l'énergie, mon brûleur, il brûle, je chauffe, jusqu'à un autre point. Puis là, encore, il y a la même chose qui arrive, elle arrête d'augmenter en température. Je continue à lui fournir de l'énergie thermique, mais la température n'augmente pas. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Là, il y a une raison que j'ai donné ce graphique précisément. C'est pour ça qu'il y a un 0 là puis un 100 là. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Il y a des changements de phase. Donc, si l'idée est que j'ai de la glace est en train de fondre. Le plus que je lui donne de l'énergie, gauche à droite, je lui donne de l'énergie, la température augmente. Donc, elle passe de négative 10 jusqu'à 0. Je lui ai donné un certain montant d'énergie d'ici à là. Elle a augmenté sa température de négatif 10 à 0. Une fois que tu arrives au 0, qu'est-ce qui arrive? La glace ne devient pas de l'eau immédiatement. Ça n'arrive pas de façon spontanée. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on arrive à la température, la glace arrive à sa température, ici, ça serait une température de fusion, et elle va commencer à fondre. Donc, une fois qu'on atteint la température de fusion, il y a quelque chose de différent qui arrive. Maintenant, toute l'énergie que je suis en train de donner à la glace fait quoi? Ça ne chauffe pas, ça n'augmente pas la température, pardon. Mais au lieu d'augmenter la température, c'est en train de changer l'état. Donc, dans mon premier régime, c'est changement de température. Je dois lui donner de l'énergie pour changer la température. Une fois que j'atteins ma température de fusion, maintenant, je dois continuer à lui donner de l'énergie, continuer à lui donner de la chaleur, de l'énergie thermique, jusqu'à temps que toute la quantité d'eau est devenue un liquide. Donc, c'était de la glace, maintenant, c'est un liquide. Une fois que tout est un liquide, maintenant, mon liquide peut commencer à chauffer. Ceci veut dire que si tu as de la glace, un gros bâton de glace, tu le mets dans un chaudron, tu le mets sur ton poêle, allume l'élément. L'élément va donner de l'énergie pour augmenter la température de la glace. Donc, premièrement, elle va chauffer jusqu'à temps que toute la glace atteint 0 degré Celsius. Sa première job, elle doit faire ça avant de commencer à fondre la glace. Une fois qu'elle arrive à 0 degré Celsius, maintenant, toute l'énergie qu'elle va fournir, toute l'énergie qu'elle va donner, l'élément,
ne va pas changer la température, mais va travailler pour faire fondre le moton de glace. Maintenant que la glace est rendue à 0 degré Celsius, elle va maintenant commencer à fondre. Donc, toute l'énergie que je donne pendant ce temps-là ne change pas la température, mais change l'état. C'est un changement de phase qui se produit ici. Ensuite, mon brûleur continue. Mon moton de glace est maintenant un seau d'eau. Maintenant, j'ai de l'eau. L'eau va augmenter en température. Le plus que je lui donne de l'énergie, le plus que la température augmente, jusqu'à temps que j'arrive ma température d'ébullition. Donc ici, ma température de liquide à gaz, vaporisation. Pardon. Donc, ébullition, vaporisation, c'est des synonymes. J'arrive à la température où ce que mon eau voudrait devenir un gaz, à une atmosphère de pression. Est-ce qu'une fois que l'eau commence à bouillir, paf, tu as de la vapeur immédiatement? Non. L'eau va continuer à bouillir et bouillir et bouillir et bouillir jusqu'à temps que tout est devenu de la vapeur. Cette eau qui est en train de bouillir ne va pas atteindre 101 degrés, elle ne va pas atteindre 110 degrés, elle ne va pas atteindre 128 degrés. Ça ne va pas se produire. Elle va rester à 100 degrés Celsius jusqu'à temps que toute l'eau devient un gaz. À ce point-là, une fois que toute l'eau devient un gaz, si je suis capable maintenant de fournir de l'énergie à ce gaz, je peux augmenter la température du gaz. Donc, cette section va aller explorer qu'est-ce qui arrive pendant ces parties-là. Jusqu'à date, on avait vu Q égale mc delta T. C'est ça qui est en train d'arriver pendant les pentes positives. Je fournis une chaleur, ma masse est en train de changer de température. Donc, c'est juste ça qui est en train de se produire là et là. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui arrive pendant ces sections ici, qui sont aussi très intéressantes, qui nous dit le changement de phase. Avant de passer au prochain principe, je veux juste faire une clarification. J'ai cherché des définitions, j'ai cherché pour avoir une belle réponse très claire à ceci. J'ai même parlé avec Huygens. On n'a pas arrivé à être d'accord. On parlait de capacité thermique. La valeur de C, c'est des joules par kilogramme par degré Celsius. Donc, combien d'énergie est-ce qu'on a besoin pour augmenter d'un degré, 1 kg de substance? Ça, c'est la capacité thermique. Quand j'avais votre âge, les manuels que j'avais me parlaient toujours de chaleur spécifique. Donc, chaleur spécifique, capacité thermique, c'était interchangeable pour moi et ce que je trouve en ligne me pointe vers cette direction-là qui semble confirmer ceci. D'après Huygens, ce n'est pas le cas, puis j'ai vu des places qui ne sont pas d'accord avec ça. Bon, pour mon cours, prenez ceci comme étant synonyme, chaleur spécifique, capacité thermique, c'est pas mal synonyme. Ce qui n'est pas synonyme, c'est important, là, j'ai mis pas égal, c'est la chaleur latente de quelque chose. Okay? Chaleur latente. Quand on a le mot latente, ça change les choses, ça veut dire qu'il y a comme un délai, quelque chose qui arrive. C'est ça qu'on va aller voir, comme on a vu dans notre graphique, là, il y a comme un délai. J'ai donné de l'énergie, puis il n'y avait pas un changement de température. C'est à cause qu'on parle de la chaleur latente de ... Là, ça peut être de n'importe quoi. Ça peut être de fusion, ça peut être de vaporisation, de liquéfaction. Ça dépend de la transition. Okay? Donc, chaleur latente de quelque chose, ça va nous décrire l'énergie nécessaire pour faire un changement de phase par kilogramme. Donc, la chaleur latente, des fois on va dire la chaleur latente spécifique. Chaleur latente spécifique. Ça peut être la chaleur latente spécifique de fusion, la chaleur latente spécifique de solidification, la chaleur latente spécifique de vaporisation. On va toujours prendre L, qui veut dire notre chaleur latente, et la transition qui nous intéresse. Okay? Fusion, solidification, vaporisation, liquéfaction, whatever. Okay? Donc, dans le contexte, c'est comme ça qu'on va l'identifier. Ceci est donné en joules par kilogramme. Remarque que c'est comme la capacité thermique, mais je n'ai pas de degrés Celsius ou de degrés Kelvin ici. C'est juste des joules par kilogramme. La raison est que pendant que ce régime se produit, pendant qu'il y a un changement de phase, la température ne change pas. Le plus que je suis en train de fournir d'énergie, ma température ne va pas changer. Pense à l'eau qui est en train de bouillir. Une fois qu'elle atteint la température d'ébullition, la température de vaporisation, 100 degrés Celsius, je peux continuer à fournir de l'énergie. Mon élément, il est on, puis il chauffe, puis il chauffe, puis il chauffe. Ça ne va jamais dépasser 100 degrés Celsius avant que tout soit évaporé. Il faut que tout soit évaporé avant qu'on puisse augmenter la température de la vapeur. Par définition, dans l'autre, vous allez voir que LF est égal à Q sur M. QF. Okay. Donc, on est en train de dire que la façon qu'on va définir la chaleur latente spécifique de fusion va être en déterminant la chaleur de fusion nécessaire, combien d'énergie est-ce que je dois donner
à ma substance pour un certain montant de masse. Donc, on fait expérimentalement. J'ai un seau d'eau qui a 1 kg d'eau. Je suis en train de fournir de l'énergie, puis je suis en train de compter combien de joules est-ce que je suis en train de lui transférer. Disons que ça me prend 1000 joules pour chauffer 1 kg de masse, bien, ma chaleur latente spécifique va être 1000 joules par kilogramme. Donc, les unités de mesure, des joules par kilogramme, chaleur par masse. Encore ici, je veux préciser que différentes substances vont avoir différentes valeurs de la chaleur latente spécifique. Okay? Donc, si tu parles de l'eau, si tu parles de l'or, si tu parles du fer, peu importe. Et aussi, chaque transition a une différente énergie. Donc, pour passer de la glace à de l'eau liquide ou passer de l'eau à de la vapeur, ça va avoir une différente valeur de la chaleur latente spécifique. Okay? Dernièrement, j'ai mentionné que de l'eau qui est en train de bouillir à 100 degrés Celsius reste à 100 degrés Celsius jusqu'à temps que toute l'eau est bouillie, est devenue de la vapeur. C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conditions où on peut avoir de l'eau qui est surchauffée plus haut que ceci. Un des exemples, je vais le mettre encore sur le Classroom, c'est quand même intéressant. Tu prends un seau d'eau, un petit bol d'eau, disons, tu mets de l'eau dedans, et ensuite tu mets une couche d'huile par-dessus. Donc tu prends de l'huile, il faut que tu en mettes quand même assez, il faut que ça soit une bonne couche d'huile. Tu mets ça dans le micro-ondes, puis ça chauffe. Le faites-le pas, ça peut être extrêmement dangereux. C'est pour ça que je vous montre une vidéo sur Classroom. Ce que tu fais, si tu mets dans le micro-ondes, ça va chauffer. Qu'est-ce qui arrive, c'est que l'eau peut chauffer plus haut que 100 degrés Celsius. Donc on a atteint 110 degrés Celsius, dans leur arbitraire. La raison qu'elle peut atteindre cette température plus élevée, c'est qu'il y a une couche d'huile par-dessus qui est en train de pousser dessus. Donc, elle est un peu encore en train d'augmenter la pression atmosphérique, disons. D'habitude, l'eau, ça ressent toute la pression atmosphérique de l'air alentour d'elle, de l'atmosphère. Si je rajoute une couche d'huile, ça va garder ça un peu plus par-dessus. Tu chauffes ça, tu sors du micro-ondes très tranquillement, tu mets sur la table, tu frappes, tu brises essentiellement la tension de l'huile, la tension de surface de l'huile. Et ce qui arrive, c'est que tu viens d'exposer de l'eau qui est surchauffée à 110 degrés Celsius à une atmosphère de pression, qui veut dire que cette température à une atmosphère régulière pour de l'eau veut dire je veux être un gaz. Et ça devient un gaz presque instantanément. C'est extrêmement dangereux. L'inverse est aussi possible, vous avez peut-être déjà vu. Ceux qui vont voir des breuvages carbonisés, ça se voit souvent avec des bouteilles en vitre. Tu es capable de descendre la température du liquide à une température qui est moins que, disons qu'on prend de l'eau, ça ne se fait pas facilement avec de l'eau, mais ça se fait quand même avec de l'eau. Tu descends la température, tu la rends très fort pour qu'elle ait une température de genre négatif 0.01 degré Celsius. Donc, elle veut devenir un solide, mais dans une bouteille fermée. Donc, étant qu'il y a une condition atmosphérique différente dans la bouteille qu'à l'extérieur, ça se peut que tu aies un liquide de l'eau qui est plus froid que 0 degré Celsius. Tu sors la bouteille, tu l'ouvres, qu'est-ce qui arrive? Ça devient de la glace immédiatement. Je vais essayer de vous trouver une vidéo qui vous montre ceci. C'est juste pour démontrer la relation de PV égale NRT et les états de phase. Je suis certain que Huygens pourrait vous l'expliquer beaucoup plus en détail quand ça vient les relations intermoléculaires, mais en physique, on regarde d'autres aspects. En tout cas, allons faire quelques petits exemples de les changements de phase. Le premier exemple nous demande de calculer la chaleur latente spécifique de la fusion de l'or. Donc, ils nous disent qu'il faut 3250 joules d'énergie pour faire fondre 50 grammes d'or à 1063 degrés Celsius. Donc, on assume qu'on est déjà atteint à la température de fusion. Donc, on n'a pas besoin de chauffer l'or, on n'a pas besoin d'augmenter la température de l'or, chauffer, on va quand même lui donner de la chaleur. On va quand même fournir de l'énergie thermique, mais cette énergie thermique ne sera pas utilisée pour augmenter la température de l'or, seulement pour faire la transition entre l'or solide à l'or liquide. Donc, la chaleur latente spécifique, elle, de fusion, je mets mon F, va nécessiter un certain montant d'énergie, une certaine chaleur de fusion, ça c'est l'énergie pour faire la fusion, strictement, pas pour augmenter la température, et ça veut dire combien de masse est-ce que je vais avoir fondu. Donc, ils nous disent que j'utilise 3250 joules d'énergie pour faire fondre 50 grammes qui revient à 0,05 kg d'or. Donc, une petite quantité d'or, quand même un grand montant d'énergie. Si on fait notre calcul, on trouve que la chaleur latente spécifique est de 65 000 joules par kilogramme. Donc, en général, pour connaître
si jamais on voudrait connaître combien d'énergie est-ce qu'on a besoin pour faire fondre 1 kg ou 2 kg, peu importe, on sait que pour faire fondre, fusion, 1 kg d'or, par kilogramme, c'est 1 kg, on a besoin de 65 000 joules d'énergie. Donc, allons faire un deuxième exemple. Le deuxième exemple parle de l'éthanol. Donc, le point d'ébullition de l'éthanol est de 78,4 degrés Celsius. Détermine la quantité d'énergie nécessaire pour évaporer complètement 75 grammes d'éthanol si la température initiale est A, 78,4 degrés Celsius, ou B, 20,4 degrés Celsius. La chaleur latente spécifique de vaporisation de l'éthanol est de 854 kJ par kilogramme. Faites attention, kilojoules. Et sa capacité thermique est de 2,72 kJ par kilogramme de degré Kelvin. OK. Commençons avec A. Donc, A, ils nous disent que la température initiale est déjà la température d'évaporation, de vaporisation. C'est déjà la température d'évaporation. Donc, je n'ai pas besoin d'augmenter la température de mon éthanol. Elle est déjà prête à évaporer. Toute l'énergie que je vais lui fournir d'ici va être simplement pour faire évaporer l'éthanol complètement. La chaleur latente spécifique de l'éthanol, chaleur latente spécifique de vaporisation de l'éthanol est 854 kJ par kilogramme. On pourrait le mettre en joules. Je vais le garder en kilojoules pour tout de suite. Je vais vous montrer que ça fonctionne quand même si nos unités sont constantes. Et aussi, il nous donne la capacité thermique. Vous allez voir que la capacité thermique va être surtout utile dans la prochaine partie. Donc, l'information qu'on a pour A, température initiale de 78,4 degrés Celsius, qui est déjà le point d'ébullition. La masse, 75 grammes, 0,75 kg. La chaleur latente spécifique de vaporisation, 854 kJ par kg. Et la capacité thermique qu'on va pas avoir besoin dans ce cas-ci. Puisque ma substance, l'éthanol, est déjà à son point d'ébullition, je n'ai pas besoin d'augmenter sa température. Donc, toute l'énergie que je vais fournir va aller à changer la phase, changer l'état de ma substance. Donc, je préfère Q de vaporisation est égal à LV fois M. Donc, ceci découle de l'équation qu'on aurait pu utiliser ici. J'ai juste besoin d'isoler mon QV. La chaleur latente spécifique de vaporisation, 854 kJ par kilogramme. Je suis en train de faire ça à 0,075 kg. Remarque, kilogramme s'annule, il me reste des kilojoules. Donc, on n'a pas besoin de convertir ceci en joules si je garde compte de mes unités de mesure et je sais que ma réponse va être donnée en kilojoules. Donc, ça nous donne une valeur de 63,75 kJ. J'arrondis au chiffre significatif qui en est 3 chiffres significatifs. 63,8 kJ. Si la personne aurait converti ça en joules, on aurait 6,38 fois 10 à la 4 joules. QV. Deux réponses que j'accepterais. À moins que je précise l'unité de mesure que je vais avoir, c'est beau, autant que tu me donnes quelque chose de vrai. Pour la partie B, on a une situation où on a un montant d'éthanol, donc de l'alcool, qui est à 22,4 degrés Celsius. Donc, il commence à 22,4 et on veut le faire complètement évaporer. Donc, je dois prendre mon liquide qui n'est pas prêt à évaporer. Il n'est pas à une température d'évaporation encore. Je dois premièrement augmenter sa température, donc Q égale MC delta T, on a fait la dernière partie, plus on va mettre l'énergie qu'on a faite dans la partie A pour le faire évaporer. Donc, toute l'énergie que je vais avoir besoin, donc on va dire le Q total que je vais avoir besoin, va être un Q de température, je vais mettre Q delta T, un changement de température, plus le Q de vaporisation. Donc, l'énergie totale, ou la chaleur totale que je vais avoir besoin, va être la chaleur pour augmenter sa température premièrement. Je dois chauffer, je dois l'augmenter la température pour qu'il arrive à son point d'ébullition. Une fois qu'il arrive au point d'ébullition, je peux commencer à fournir de l'énergie pour l'évaporer complètement. Donc là, on remplace ça avec MC delta T, puisque je suis en train de faire un changement de température, plus LVN, puisque c'est un changement de phase. La masse, ils nous l'ont déjà donnée. On pourrait simplifier nos calculs. Non, c'est ce qu'on va continuer de mettre. Ça va être un peu plus facile pour vous autres. 0,75 kg. Capacité thermique, 2,72 kJ par kilogramme Kelvin. Encore, on peut garder les kilojoules autant qu'on reste consistant avec nos unités de mesure. Si j'avais des kilojoules et des joules ici, faites attention. Changement de température. Changement de température, je ne vais pas avoir plein de choses à écrire. De 22,4 à 78,4, il y a une augmentation de
une augmentation de 56 degrés. 56 degrés, donc 56 degrés Celsius. Kelvin degrés Celsius, qu'est-ce qui se passe? Regarde, si j'ai augmenté de 56 degrés Celsius, j'ai aussi augmenté de 56 degrés Kelvin. 56 Kelvin. Donc, ça va fonctionner avec mes unités. C'est pour ça que le delta T, c'est interchangeable avec les unités de Kelvin et de degrés Celsius. Plus l'énergie d'évaporation, de vaporisation, pardon, qui serait l'énergie qu'on a trouvée en A. Donc, ça va me donner la même réponse. Je vais l'écrire au long de toute façon. 854 kJ par kilogramme pour 0,075 kg de substance. OK? Donc, première partie, MC delta T, ça c'est strictement pour changer la température. Je dois augmenter la température de ma substance par 56 Kelvin ou 56 degrés Celsius. Équivalent. L'augmentation est équivalente. Ensuite, je dois aussi fournir de l'énergie pour évaporer toute la substance. Et là, on calcule. Donc, juste pour augmenter la température à la température d'évaporation, je dois fournir 11,424 kJ d'énergie. N'oublie pas les kilojoules. Kilogramme annulé kilogramme, Kelvin annulé Kelvin, il me reste des kilojoules. Ensuite, je calcule l'énergie pour vaporiser. 64,05 kJ. Une fois qu'on combine les deux ensemble, on trouve que l'énergie totale nécessaire est de 75,474 kJ. 3 chiffres significatifs, 75,4 kJ ou 7,54 fois 10 à la 4 joules. Ça, c'est la chaleur totale ou l'énergie thermique totale que je dois transmettre à l'éthanol pour augmenter sa température à la température nécessaire et pour la faire évaporer complètement. La dernière chose qu'on va voir dans cette unité, c'est les thermopompes. Donc, la façon que ce que le mot suggère, une pompe transmet de la matière d'une place à une autre. C'est d'habitude un liquide ou un gaz. On prend de l'eau qui est sous la terre, on le pompe pour qu'il vienne à la surface pour qu'on ait accès. On pourrait faire la même chose avec une pompe avec du gaz. On peut pomper du gaz à l'intérieur d'une ballonne. Les thermopompes vont pomper de la chaleur. Donc, c'est une façon intéressante. En anglais, on appelle ça un heat pump. Si on en voit souvent dans n'importe quoi qui utilise un compresseur pour refroidir un environnement ou pour réchauffer. Surtout pour refroidir. Pour chauffer, tu peux tout simplement passer un courant dans un métal. La résistance cause un chauffement. Peu importe. Ton réfrigérateur utilise une thermopompe. L'air climatisé dans ta maison utilise une thermopompe. Dans ta voiture, même chose. Donc, l'idée est de tirer de la chaleur d'une place et la mettre dans une autre. Donc, on veut transférer de la chaleur. Pour faire ça, on utilise un frigorigène. Un frigorigène, c'est une substance spéciale dépendant de l'utilité, dépendant des conditions. Donc, dépendant si tu es pour une maison, pour une voiture, ça va dépendre de ce que tu vas utiliser. Mais un frigorigène, c'est un liquide qui peut soit évaporer ou condenser, soit devenir un liquide ou un gaz, moindrement facilement, dans des températures qui ne fluctuent pas trop intenses, de façon trop intense. Et vraiment, ceci va dépendre de la situation. Si tu utilises dans une voiture, tu peux considérer le moteur qui est en train de fonctionner comme une température très élevée et à l'intérieur un état plus froid. Donc, c'est une très grande température très élevée près du moteur, tandis qu'à l'intérieur de la voiture, c'est beaucoup moins chaud. Dans ta maison, tu considères l'intérieur du réfrigérateur plus froid et l'extérieur plus chaud. C'est aussi pour ça que si tu vas en arrière dans ton réfrigérateur, tu vas voir qu'il est très chaud pour un outil qui est supposé de refroidir quelque chose. Il y a beaucoup de chaleur qui sort de là. On va voir pourquoi avec les thermopompes ici. Donc vraiment, la première condition qu'on a besoin d'avoir, c'est avoir un environnement chaud et froid. Et encore, c'est relatif. On a besoin d'une place qui est plus chaude que l'autre ou plus froide que l'autre. That's it. C'est vraiment juste ça qu'on a besoin pour avoir une thermopompe qui fonctionne. Bon, commençons avec le compresseur. Dans le compresseur, ce qu'on va faire, c'est on va prendre un frigorigène, donc une substance qui peut facilement être comprimée, compressée ou détendue. Donc compression, comprimé veut dire qu'on augmente la pression. Et un détenteur, qu'on va voir ici, ça va diminuer la pression. On va jouer avec ça. Donc, dans le compresseur, un gaz est comprimé et devient un gaz à haute température. Donc, tu prends un gaz et quand que tu le forces à devenir un gaz qui est beaucoup plus dense, tu es en train de forcer toutes les molécules qui bougeaient à être
des vibrations chill, disons, c'est un gaz, il est bien relax. Quand tu les forces à être ensemble, bien, au moins une place à bouger, il commence à bouger plus vite. Okay? Ça augmente la température essentiellement. Ceci est grâce à PV égale nRT. Cette équation, tu vas reconnaître que P c'est la pression, V c'est le volume, N c'est le nombre de moles, R c'est une constante et T c'est la température. Donc, essentiellement, ce qui est important ici, c'est qu'on est en train d'augmenter la pression en gardant le volume constant. Donc, la température doit augmenter. Hein? Si la pression double, la température doit doubler aussi. Bon, c'est tout ça qu'on est en train de faire. On exploite un phénomène. Donc, on augmente la pression. Mon frigorigène, qui était un gaz tiède, disons froid pour comparer, devient maintenant un gaz très excité, très chaud. Mon gaz chaud va passer maintenant, donc ça va être dans le cycle horaire, mon frigorigène qui est vert, il va passer à travers ici, il va arriver au condensateur. Au condensateur, qu'est-ce qui va arriver? C'est ce gaz chaud va émettre de la chaleur. Il va prendre son énergie thermique, il va dire get rid of it. Il va le laisser aller. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lâcher son énergie thermique dans l'environnement. C'est un gaz qui est chaud, il va être capable de relâcher l'énergie thermique. En relâchant de l'énergie thermique, il est en train de changer de phase. Il n'est pas en train de changer de température, il change de phase. Ici, il y a un changement de température. Ici, c'est un changement de phase. Donc, en relâchant de la température, le gaz devient un liquide. Donc, ici, il devient un liquide. Donc, passant par un condensateur, le gaz chaud relâche la chaleur et devient un liquide. Donc, un beau petit changement de phase. Une fois qu'il va passer par le détenteur, un détenteur, ça diminue la pression. Donc, encore, on va aller utiliser PV égale nRT. On va exploiter ceci. Cette fois, mon liquide, maintenant qu'il est un liquide, il a lâché son énergie, il a changé de phase, il passe ici. Maintenant qu'on va diminuer la pression, la température, elle aussi, va diminuer. Maintenant, on a un liquide froid. Allons écrire ça. On va avoir un gaz chaud. Gaz chaud. Ici, on va avoir un liquide chaud-ish. Il va devenir un liquide froid ici. Ce liquide froid va passer par un évaporateur, par une autre place, un autre environnement. Vraiment, le condensateur et l'évaporateur, au lieu de les dessiner comme ça, d'habitude, on va dessiner genre un... on peut aussi dessiner genre quelque chose qui ressemble à ça. Là. Un petit coil. Donc, en arrière de ton réfrigérateur, tu vas voir qu'il y en a de même. Ça, c'est pour qu'il puisse relâcher son énergie plus facilement. Le gaz va passer à travers ici, le condensateur, il va relâcher son énergie. Il va devenir un liquide qui est quand même chaud, mais il n'a pas changé de température, juste de phase. Hein. Il passe ici, détenteur, liquide devient liquide froid. Ensuite, il va passer par la prochaine section qui fait encore ceci. Donc, on passe maintenant à notre compresseur, pardon, pas le compresseur, par l'évaporateur. On va passer dans un environnement qui est chaud. Donc, imagine que tu as un liquide froid, maintenant qui va passer à travers d'un environnement qui est chaud. Bien, si tu as un environnement chaud, c'est un liquide froid, ce qui va arriver, c'est que le liquide va absorber la température. Donc, ça, c'est la chaleur, la température. Il va absorber de la chaleur et il va changer d'état. Il va avoir un autre changement d'état ici. En changeant d'état ici, on finit avec un gaz froid. Il n'a pas changé de température, il a juste changé d'état. Le liquide froid passe à travers l'évaporateur, devient un gaz froid. Le gaz froid, il rentre dans le compresseur. Qu'est-ce qui arrive avec un gaz froid quand on le comprime? T augmente, il devient un gaz chaud. Le gaz chaud, il va passer par le condensateur, il relâche l'énergie, devient un liquide chaud, passe par le détenteur, devient un liquide froid. Et le cycle continue. Donc, autant que tu peux garder, le liquide / gaz en mouvement, et tu as un environnement chaud et froid relatif un à l'autre, tu es capable de transférer de l'énergie thermique d'une place à l'autre. Tu peux pomper de l'énergie thermique d'une place à l'autre. Ceci se fait seulement si tu as accès à des frigorigènes. Donc, en bas de vos notes, je vous donne un petit tutoriel sur les frigorigènes. C'est une substance ayant une température d'ébullition assez basse et une température de condensation assez haute, pour être utile dans une thermopompe. Donc, ça va être relatif à la situation. Si tu as besoin d'un réfrigérateur ou dans un air climatisé, dans une voiture, ça dépend de la situation.
Ceci peut varier d'après les températures d'opération des thermopompes. Exemple, l'ammoniac, du fréon, propane, butane, antigel, parfois de l'eau. Gardez ça en tête, la majorité des fluorigènes sont néfastes à l'environnement. Donc, ce ne sont pas des bonnes choses à respirer, ce ne sont pas des bonnes choses à avoir, dans l'environnement en général. Donc, les voitures, parfois, si tu en achètes une un jour, presque à l'âge, et ton air climatisé ne fonctionne pas. Donc, ça pompe juste de l'air chaud. Ça m'est déjà arrivé dans une de mes vieilles voitures. Ça veut dire que ton système d'air climatisé n'a plus de frigorigène. C'est fort probable que c'est ça le problème. Qui veut dire qu'il y a eu une fuite quelque part. Donc, il y a eu quelque chose qui a brisé et tout le frigorigène est parti. Donc, il y a des personnes qui vont dire, ben, fais juste en racheter du nouveau frigorigène, du fréon qui rentre dedans et un peu de l'eau. Ça va peut-être fonctionner pour quelques jours, mais éventuellement, le même problème, à cause que la fuite est là. Donc, si jamais ton air climatisé ne fonctionne pas, si tu amènes ça au garage, ils vont te dire, ben, premièrement, ils peuvent te donner du frigorigène moindrement cheap, là, ça ne coûte pas super, super cher, mais ça ne va pas résoudre le problème. Ce que tu dois faire, c'est que tu vas premièrement injecter un matériel qui va t'aider à trouver la fuite, la réparer et ensuite rajouter du frigorigène qui peut coûter très cher. En tout cas, même chose avec les systèmes géothermiques. On va peut-être parler davantage de ça dans le Google Meet. Mais pour tout de suite, c'est tout. On a terminé notre unité sur l'énergie. Je vais vous donner une révision bientôt sur l'énergie mécanique, donc cinétique et potentiel gravitationnel, la conservation d'énergie mécanique, conservation d'énergie en général, puissance, rendement, changement de température, changement de phase et une compréhension générale de les thermopompes. Fini là, travaillez les devoirs, posez vos questions, on se reparle à la prochaine.